Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous accrochez à votre vie, plus les choses vous échappent? Les gens, les relations, les projets, même vos propres émotions, tout cela vous file entre les doigts. Votre esprit calcule sans cesse, cherchant à anticiper la suite, sans laisser de place à l'incertitude. Vous croyez être en sécurité. Vous avez l'impression de maîtriser la situation. Mais une tension indescriptible vous habite. Impossible de vous détendre. Car le contrôle n'apporte pas la paix. Il ne fait que réguler la peur. Carl Jung dit à ce sujet une chose troublante, mais d'une grande justesse. Plus on essaie de contrôler quelque chose, plus on résiste au cours naturel de la vie. Cette résistance ne se dirige pas vers le monde extérieur, mais directement vers le monde intérieur. Le besoin de contrôle ne découle pas de la force, mais de la peur de la perte. Nous avons peur de faire des erreurs, d'être blessés, d'être rejetés, de rester dans l'incertitude. Cette peur maintient l'esprit en état d'alerte constant, et un esprit en état d'alerte ne se repose jamais. L'une des plus grandes idées fausses de l'homme moderne est la suivante. Si je peux tout contrôler, je serai en sécurité. Si je refoule mes émotions, je paraîtrai fort. Si je planifie tout à l'avance, je ne connaîtrai pas de déception. Selon Jung, il s'agit d'une illusion de contrôle, car la vie ne se limite pas aux frontières tracées par l'esprit. La vie est fluide, changeante et imprévisible. Lorsque vous tentez d'arrêter ce flux, une constriction s'installe en vous. Dans votre poitrine, votre respiration, vos pensées. Peut-être le ressentez-vous aussi. Même lorsque tout semble aller bien, une lassitude vous habite. Vous éprouvez constamment le besoin de tout corriger. Vous vous souciez excessivement du regard des autres, et la moindre incertitude vous angoisse. Votre esprit est infatigable. Même le soir, au moment de vous endormir, il imagine des scénarios. Selon Jung, c'est le signe que les peurs inconscientes prennent les rênes de votre monde intérieur. Ce que vous essayez de contrôler, ce n'est pas la vie, mais votre propre anxiété. Pourquoi la vie se contracte-t-elle lorsque vous essayez de la contrôler? Parce que le contrôle détourne constamment votre attention vers l'extérieur, vers les résultats, les réactions, les probabilités. Le contact avec votre monde intérieur diminue. C'est précisément là que commence le détachement d'une personne par rapport à son propre centre. Jung définit ce détachement comme la perte de contact avec son être véritable. La personne ne pense plus à ce qu'elle ressent, mais à ce qui devrait être. Elle ne se soucie plus de ce qu'elle désire, mais de ce qui lui paraît juste. Peu à peu, elle devient spectatrice de sa propre vie. En réalité, tenter de contrôler sa vie est un mécanisme de défense d'un esprit qui ne tolère pas l'incertitude. Et toute défense a un prix. Ce prix est souvent la paix intérieure, le silence intérieur, le sentiment de donner un sens à son existence. Alors qu'une personne se croit en sécurité, elle vit en réalité une guerre intérieure constante. Le point de rupture que Jung désigne se situe précisément ici. La vie ne s'épanouit pas lorsqu'on la serre fort. Elle ne respire que lorsqu'on lui laisse de l'espace. Si vous avez lu jusqu'ici, vous aurez peut-être remarqué que ces lignes vous ont touché, car il ne s'agit pas d'un simple exposé théorique. C'est la description d'un état intérieur que beaucoup vivent en silence, sans pouvoir le nommer. Nous explorerons bientôt plus en détail le mécanisme interne à l'origine de ce besoin de contrôle et pourquoi il nous enferme sans cesse dans les mêmes schémas. Pour l'instant, retenez simplement ceci. Si la vie vous pèse, ce n'est pas à cause de facteurs extérieurs, mais à cause de tensions internes. Et chaque tension commence à se défaire dès qu'on en prend conscience. Cette pesanteur est souvent silencieuse. Elle ne débute pas par des crises majeures, mais par de petits désagréments. Au réveil, une lourdeur indéfinissable vous envahit. Tout au long de la journée, vous essayez de tout maîtriser. Et le soir venu, vous ne comprenez plus pourquoi vous êtes si fatigué. Selon Jung, cette fatigue n'est pas physique. Elle provient d'un état d'alerte constant de l'esprit. Lorsque le monde intérieur ne trouve pas le repos, même si l'on se sent en sécurité, on porte en soi un profond sentiment de menace. Et cette perception transforme la vie, d'un espace à vivre, en un problème à gérer. Plus le besoin de contrôle augmente, moins on est flexible. Et moins on est flexible, plus on est vulnérable. Lorsqu'une personne s'efforce de tout faire parfaitement, elle perçoit même la possibilité de commettre une erreur comme une menace. Le contrôle procure à la plupart des gens un sentiment de sécurité. Tout est planifié, l'incertitude est éliminée, les risques sont calculés. Tout cela semble rassurant, l'esprit se sent puissant dans cet ordre. Mais selon Carl Jung, ce sentiment de puissance n'est pas la réalité. C'est une perception créée par l'esprit. Jung appelle cela l'illusion du contrôle. Autrement dit, lorsqu'une personne pense maîtriser sa vie, elle ne fait en réalité qu'organiser ses peurs. L'aspect le plus dangereux de cette illusion est le suivant. En contrôlant,
On croit se calmer, mais la tension intérieure ne diminue pas. Elle se structure simplement davantage. Alors que tout semble à sa place, un état d'alerte constant persiste. L'esprit ne se détend pas, car le contrôle est un produit de l'insécurité, non de la sécurité. On ne ressent pas le besoin de contrôler ce qui nous rassure. Le contrôle est une réaction automatique face à la possibilité d'une perte. Selon Jung, il existe une distinction importante à faire. Le véritable pouvoir provient de la capacité de choisir. Le contrôle, en revanche, est souvent automatique. Un événement survient et l'on réagit immédiatement. Une incertitude surgit et votre esprit commence à élaborer des scénarios. Quelqu'un prend ses distances et vous percevez intérieurement cela comme une menace. Il ne s'agit pas de choix conscients. Ce sont des moments où l'inconscient prend le dessus. On perçoit ces réactions comme une forme de contrôle, mais en réalité, ce sont les réactions elles-mêmes qui nous gouvernent. L'illusion de contrôle est particulièrement ancrée dans le monde moderne. Être constamment disponible, répondre promptement à tout, justifier chaque situation, réprimer chaque émotion par la logique, semble conférer un sentiment de puissance. Pourtant, Jung affirme que ces comportements éloignent l'individu de son centre intérieur. Lorsque ce centre s'affaiblit, l'individu devient dépendant des circonstances extérieures. L'approbation d'autrui, le cours des événements, la concordance ou non des résultats déterminent son humeur. À ce stade, l'individu perd sa souveraineté intérieure. Vous l'avez être déjà constaté. Vous êtes moins serein lorsque vous essayez de contrôler. Une tension invisible se fait sentir dans vos relations. Vous ressentez constamment le besoin de vous expliquer, de vous justifier ou de vous corriger. Selon Jung, c'est le signe que vos limites intérieures s'estompent. Lorsque ces limites ne sont plus claires, le besoin de contrôle prend le dessus. Quand une personne ne parvient pas à fixer de limites, elle tente de gérer. Incapable d'y parvenir, elle s'épuise. Un autre aspect de l'illusion de contrôle est le suivant. La personne croit pouvoir tout résoudre par la seule force de son esprit. Même les émotions sont perçues comme des problèmes. Le chagrin est vu comme un dysfonctionnement à surmonter, l'anxiété comme une faiblesse à réprimer, l'incertitude comme un vide à combler immédiatement. Jung affirme que cette approche entrave l'âme, car l'âme s'exprime non seulement par la raison, mais aussi par le sentiment, l'intuition et l'anticipation. Le contrôle masque ces voix. Une brève mais cruciale pause s'impose. Si ce qui est décrit vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui ont appris à contrôler, mais jamais à lâcher prise. Cette prise de conscience peut être déstabilisante lorsqu'elle survient, car on craint de perdre son pouvoir. Selon Jung, c'est précisément à ce moment que le véritable pouvoir commence à émerger. Comprendre que le contrôle est une illusion n'est pas une faiblesse, c'est une prise de conscience. Il est impossible d'avancer sans avoir correctement diagnostiqué cette situation, car un mauvais diagnostic conduit à une mauvaise solution. L'oppression que vous ressentez dans votre vie ne provient peut-être pas du chaos du monde extérieur, mais de cette lutte intérieure constante pour le contrôle. Nous explorerons dans un instant, plus en profondeur, le mécanisme interne qui alimente ce besoin de contrôle et comment il s'enracine dans l'inconscient. Si ce cheminement vous semble pertinent, c'est qu'il y a une raison de rester. Ce récit n'est pas seulement là pour être écouté, il est là pour éveiller les consciences. Tant que l'illusion de contrôle persiste, l'individu cherche constamment à se justifier. Il trouve une explication logique à chaque décision, cherchant à justifier chaque action. Selon Jung, c'est le reflet silencieux d'une insécurité intérieure. Lorsqu'une personne est véritablement centrée, elle ne ressent pas le besoin de se défendre. Plus la défense augmente, plus le contrôle augmente. Plus le contrôle augmente, plus l'expérience de la vie se restreint. Car la vie ne se comprend pas par l'explication, mais par l'expérience. L'aspect le plus néfaste de cette illusion est qu'elle empêche l'individu d'être pleinement présent. L'esprit tente soit de corriger les erreurs passées, soit de prévenir les problèmes futurs. Le contact avec le présent s'affaiblit. Jung décrit cela comme l'intemporalité de l'âme. Même si la personne est physiquement présente, son esprit est constamment ailleurs. Cette déconnexion engendre un profond sentiment d'insatisfaction. Même lorsqu'une personne semble avoir tout, elle ne peut se défaire de l'impression qu'il lui manque quelque chose. Lorsqu'on se penche sur les origines du besoin de contrôle, un point central se dégage, la persona. Carl Jung définit la persona comme le visage qu'une personne présente au monde. C'est un masque construit pour se conformer à la société. Une image qui paraît forte, ordonnée, cohérente et consciente d'elle-même. Ce masque est fonctionnel, il facilite la vie. Cependant, un problème survient avec le temps. Le masque finit par être confondu avec le visage lui-même. La personne ne vit plus en accord avec qui elle est,
mais avec l'image qu'elle devrait projeter. À mesure que la persona se renforce, le besoin de contrôle s'accroît, car le masque ne doit pas tomber, il ne doit pas se fissurer, il ne doit pas montrer de faiblesse. La personne croit maintenir ce masque à flot en le contrôlant. Elle régule son comportement, refoule ses émotions, gère ses relations et tente de réduire l'incertitude. Selon Jung, un danger silencieux se cache ici. Plus la persona est rigide, plus le monde intérieur se rétrécit, car le masque est uniquement tourné vers l'extérieur. Il ne peut pas refléter ce qui se passe à l'intérieur. C'est alors que l'inconscient intervient. Les émotions refoulées, les peurs inavouées et les faiblesses que l'on refuse de voir s'accumulent dans l'ombre. Jung appelle cela l'ombre. L'ombre ne disparaît pas. Elle devient simplement invisible. C'est précisément à ce moment que le besoin de contrôle se transforme en mécanisme de défense. On tente de maîtriser sa vie pour éviter d'affronter son ombre. On organise tout, on fixe des limites, on établit des règles. Ainsi, on évite de faire face au chaos intérieur. Mais cet ordre est intenable. À mesure que l'ombre est refoulée, l'énergie s'accumule. Un jour, cette énergie se manifeste indirectement. Accès de colère inexplicable, hypersensibilité, anxiété incontrôlable, problèmes relationnels récurrents. Selon Jung, on porte en soi, dans son ombre, nombre de ce qui nous dérange chez les autres. Le contrôle est un voile qui nous empêche de voir ses reflets. Plus le voile s'épaissit, plus la lucidité s'amenuise. Lorsque la distance entre le personnage et le vrai soi s'accroît, l'individu se sent déconnecté de son centre. La vie devient un jeu de rôle. Les attentes de chacun, les normes sociales et les définitions du succès prennent le pas sur tout le reste. L'individu devient incapable d'écouter sa voix intérieure. Jung définit cela comme une aliénation spirituelle. La personne croit vivre sa propre vie, mais en réalité, elle joue un rôle prédéfini. Le besoin de contrôle assure la perpétuation de ce rôle. Il existe ici un seuil important. L'incapacité à lâcher prise n'est souvent ni de la paresse, ni de la faiblesse. C'est la peur de se retrouver sans masque. On croit que si l'on relâche son contrôle, son identité se dissoudra. Or, selon Jung, ce qui doit se dissoudre, ce n'est pas l'identité elle-même, mais son enveloppe rigide. Lorsque la personnalité est flexible, l'individu est en harmonie avec le monde et ne perd pas son monde intérieur. Le besoin de contrôle diminue car le masque n'est plus une prison. Les domaines de votre vie que vous essayez de contrôler relèvent-ils réellement de votre responsabilité ou vous y accrochez-vous désespérément pour protéger votre image? Il n'est pas facile d'aborder cette question avec honnêteté, mais la transformation que Jung met en lumière commence précisément ici. Comprendre le mécanisme est la première étape vers sa résolution. Si les explications précédentes vous ont sensibilisé, nous explorerons plus en profondeur la persona, l'ombre et l'intégration intérieure. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre ce cheminement régulièrement, s'abonner à la chaîne, c'est bien plus qu'une simple notification. C'est choisir la continuité du processus. Bientôt, nous verrons plus clairement le prix de ce mécanisme et comment le contrôle crée des points de rupture dans la vie d'une personne. À mesure que la persona se renforce, la personne intègre même ses émotions à sa performance. Elle calcule quand être triste et quand être forte. Les réactions innées cèdent la place à des comportements acquis. Selon Jung, il s'agit d'une déconnexion de l'âme avec son état naturel. Alors qu'une personne pense se contrôler, elle réprime en réalité tout ce qui est spontané. Cette répression engendre une rigidité dans le monde intérieur. Tandis que la vie continue, la personne se fige. Le lien entre contrôle et persona est particulièrement visible dans les relations. Plus les gens se rapprochent, plus ils renforcent leur contrôle, car la probabilité d'être vus augmente. Se montrer tel qu'on est, c'est risquer de laisser tomber le masque. C'est pourquoi Jung considère la défense du personnage comme la source de conflits récurrents dans de nombreuses relations. La personne cherche à protéger sa propre image et non celle de l'autre. Cet état défensif affaiblit la sincérité. À mesure que le besoin de contrôle s'accroît, les liens se distendent, souvent sans que la personne s'en rende compte. Lorsque l'équilibre entre le personnage et le soi est rompu, la personne perd son intuition. Elle ne sait plus quand s'arrêter, quand changer de cap, car son intuition est réduite au silence. Selon Jung, l'intuition ne se contrôle pas, on ne peut que l'écouter. Lorsque le besoin de contrôle diminue, l'intuition recommence à s'exprimer. C'est à ce moment que la vie retrouve son sens intérieur. Dès lors, il ne s'agit plus de gérer, mais de renouer le contact. Le contrôle semble fonctionner longtemps. La vie est ordonnée, les crises sont gérées, les individus sont sous contrôle. De l'extérieur, tout paraît aller bien. Mais selon Jung,
La véritable défaillance commence précisément à ce moment-là, car le prix du contrôle n'apparaît pas immédiatement. Il s'accumule silencieusement. Sans s'en rendre compte, une tension se crée en elle. Cette tension ne crie pas, elle ne se manifeste pas ouvertement. Elle est plutôt comme un poids, un fardeau constamment porté sans jamais s'en défaire. Carl Jung décrit cette situation comme les exigences refoulées de l'âme. Le contrôle restreint le mouvement naturel de l'âme. Chaque restriction crée une accumulation d'énergie. Au bout d'un certain temps, cette énergie cherche à s'exprimer. Lorsqu'elle ne trouve pas d'exutoire, une défaillance survient. Ce que nous appelons défaillance ne se traduit pas forcément par un effondrement soudain. Souvent, elle progresse lentement. Elle se manifeste par une perte de sens, une profonde lassitude, une agitation inexplicable. À ce stade, on se pose généralement la mauvaise question. Au lieu de se demander « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?», on se demande « Que devrais-je mieux contrôler ?» Selon Jung, ce cercle vicieux se resserre encore davantage, car le problème n'est pas un manque de contrôle, mais un excès. Lorsqu'une personne tente de tout contrôler par la pensée, son intuition est inhibée. La vie devient mécanique. Les journées se transforment en listes de tâches. L'existence se réduit à un projet. Le signe le plus évident de cette rupture apparaît dans les relations. La personne qui cherche à tout contrôler finit par s'isoler, car l'intimité implique l'incertitude. Et l'incertitude est ce que le contrôle aborde le plus. Dans leurs relations, les individus sont contraints d'être constamment sur leur garde. Ils se censurent pour éviter d'être mal compris. Ils dissimulent leurs émotions pour ne pas paraître faibles. Jung souligne que sincérité et contrôle sont incompatibles. La sincérité exige de prendre des risques, tandis que le contrôle cherche à les éliminer. Un autre prix est payé sur le plan physique. Un esprit constamment en alerte maintient le corps en état d'alerte permanent. Muscles tendus, respiration superficielle, système nerveux agité. Jung affirme que les conflits spirituels se répercutent dans le corps. Lorsque le besoin de contrôle persiste, le corps ne peut plus supporter ce fardeau en silence. L'insomnie, l'épuisement et l'agitation chronique en sont la conséquence. Le corps réagit à la prison que l'esprit a érigée. Le point de rupture est aussi un moment de confrontation. Pour la première fois, on réalise « plus j'essaie de contrôler, moins je vis ». La vie est devenue un espace sûr, mais sans vie. Selon Jung, cette prise de conscience n'est pas fortuite. Lorsque l'âme sent qu'elle ne trouve plus sa place dans cet espace restreint, elle envoie ses signaux. Ces signaux sont un avertissement, non une punition. Ils annoncent que la vie cherche une autre voie. Nombreux sont ceux qui s'en veulent à ce stade. Ils pensent qu'ils devraient être plus forts. Ils croient qu'ils devraient être plus disciplinés, plus résilients, plus maîtres de la situation. Jung, pourtant, affirme le contraire. Cette rupture n'est pas un signe de faiblesse. C'est le seuil d'une transformation intérieure. Lorsque l'on prend conscience du prix du contrôle, on peut enfin s'arrêter. Et s'arrêter est souvent le début de la guérison. Ce qui vous épuise dans votre vie, est-ce vraiment des circonstances extérieures ou le poids de vouloir tout maintenir à flot? Il n'est pas facile d'aborder cette question avec honnêteté, car le contrôle est souvent devenu partie intégrante de l'identité. Or, selon Jung, la rupture de cette identité est un moment nécessaire à l'émergence du véritable soi. Nous aborderons bientôt le chemin de transformation qui suit cette rupture, car lorsque le contrôle se dissout, la vie se met véritablement en mouvement pour la première fois. Le plus difficile dans cette rupture, c'est qu'on a du mal à l'accepter au départ. Le contrôle a longtemps été une stratégie de survie. Elle a fonctionné. Les gens ont survécu grâce à elle. C'est pourquoi, lorsqu'elle survient, elle est vécue comme une perte, comme si une structure protectrice s'effondrait. Selon Jung, ce sentiment est trompeur. Ce qui s'effondre, ce n'est pas votre essence, mais l'enveloppe qui vous emprisonne. Mais les gens sont tellement habitués à cette enveloppe qu'ils perçoivent sa disparition comme une menace existentielle. À ce stade, on oscille généralement entre deux extrêmes. Soit on s'accroche désespérément, soit on abandonne complètement et on se laisse aller. La voie que Jung nous indique n'est ni l'une ni l'autre. Le but de la rupture n'est pas de détruire, mais de nous faire prendre conscience. Pour la première fois, une personne prend conscience d'une chose. Une vie constamment sous contrôle perd de sa vitalité. Et lorsque la vitalité disparaît, les succès, l'ordre et la sécurité cessent d'être source de satisfaction. La solution ne consiste pas à maintenir le contrôle sous une autre forme. Il ne s'agit pas non plus d'une gestion plus subtile, intelligente ou stratégique. Selon Carl Jung, la véritable solution réside dans l'apprentissage d'un regard radicalement différent. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais s'ouvrir à l'observation. C'est une transition silencieuse mais profonde, de la réaction à l'observation.
Lâcher prise est effrayant pour la plupart des gens, car l'esprit confond lâcher prise et désordre. On craint que l'ordre ne soit perturbé. Pourtant, le lâcher prise dont parle Jung n'est pas de l'inattention, c'est un état d'attention profonde. Observez ce qui se passe sans chercher à le corriger immédiatement. Laissez les émotions émerger. Remarquez une pensée lorsqu'elle surgit, au lieu de la refouler. Cette conscience dissout l'énergie de panique liée au contrôle. L'observation occupe une place centrale dans la psychologie de Jung, car dès qu'elle commence, l'inconscient s'exprime. Lorsqu'une personne observe ses réactions automatiques, elle n'a plus besoin de les contrôler. Et lorsqu'elle n'a plus à les contrôler, la tension intérieure diminue. Pour la première fois, la vie est perçue non comme un ennemi, mais comme un processus. Ce processus est jalonné d'erreurs, d'incertitudes et d'attentes. Mais il ne s'agit pas de menaces, mais de composantes naturelles de la vie. Lâcher prise, c'est choisir de ne pas réagir instantanément à tout, c'est ne pas courir après chaque émotion. C'est ne pas céder au besoin de dissimuler chaque incertitude. Selon Jung, ce choix n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Une personne mature ne contrôle pas tout. Elle sait quand intervenir et quand se retirer. Cette sagesse s'acquiert non par les livres, mais par l'observation. À ce stade, une pratique simple mais efficace entre en jeu. Lorsque vous remarquez un moment qui vous perturbe au cours de la journée, arrêtez-vous. Avant de réagir, observez ce qui se passe en vous. Ressentez-vous une tension corporelle? Vos pensées s'accélèrent-elles? Vos émotions vous submergent-elles? Sans chercher à corriger quoi que ce soit, nommez-le simplement. Selon Jung, ce qui est nommé entre dans le domaine de la conscience. Et ce qui entre dans le domaine de la conscience perd son pouvoir d'aveuglement. Lâcher prise implique également de faire confiance au temps. Tout n'a pas besoin d'être clair immédiatement. Certaines réponses viennent avec le temps. Jung affirme que le rythme de l'âme ne correspond pas à la hâte de l'esprit. L'âme ralentit, s'approfondit, vagabonde. Le contrôle perturbe ce rythme. L'observation, en revanche, le rétablit. Lorsqu'une personne retrouve son propre rythme, son conflit avec la vie s'apaise. À ce stade, vous remarquerez que, malgré la diminution du contrôle, vous ne vous effondrez pas. Au contraire, vous y voyez plus clair. Le brouhaha mental diminue. Votre voix intérieure devient plus distincte. Votre intuition se renforce. La porte de ce que Jung appelle l'individuation s'ouvre alors. Pour la première fois, vous prenez les signes de votre monde intérieur plus au sérieux que les exigences du monde extérieur. Si vous ressentez une résistance à ce stade, cela fait également partie du processus. L'esprit a du mal à se défaire de ses vieilles habitudes. Le contrôle vous a longtemps maintenu en vie. Le relâcher est une épreuve de confiance. Mais selon Jung, celui qui réussit cette épreuve retrouve sa souveraineté intérieure. Il ne cherche plus à contrôler sa vie, il se connecte à la vie. Je vous suggère ici une brève pause et une intention consciente. Si cela vous parle, écrivez cette phrase en commentaire. Je choisis l'observation, non la réaction. Il ne s'agit pas de laisser un message, mais d'orienter clairement votre esprit. Cette orientation transforme votre rapport à la vie. Lâcher prise et observer n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ de la transformation. Lorsque le contrôle commence à se dissoudre, une force silencieuse prend sa place. Dans l'étape suivante, nous explorerons plus profondément comment cette force s'enracine et pourquoi la vie s'ouvre précisément à ce moment-là. Car le véritable changement commence ici. À mesure que la pratique du lâcher-prise s'approfondit, on réalise que le rapport aux émotions se modifie. Les sentiments autrefois refoulés ou nécessitant une résolution immédiate ne sont plus perçus comme des menaces. Face à l'anxiété, il devient possible de l'observer au lieu de la fuir. Selon Jung, combattre les émotions ne fait que les amplifier, tandis que les reconnaître et les accepter les transforme. L'observation libère l'énergie de l'émotion, ouvrant ainsi un espace plus vaste dans votre monde intérieur. L'observation atténue également le sentiment d'identité. On ne se définit plus uniquement par ses pensées et ses sentiments. On constate leur caractère éphémère. Cette prise de conscience crée une distance intérieure. Jung décrit cette distance comme l'expansion du champ de conscience. Lorsque cette distance se crée, la possibilité de choisir apparaît. Le moment où la vie s'ouvre à vous est silencieux. Il ne s'accompagne ni de grandes déclarations, ni de ruptures dramatiques. Il est silencieux, comme un seuil à peine perceptible. Un matin, vous vous réveillez et sentez la pression intérieure s'alléger. Le besoin de tout contrôler s'est dissipé. Le monde est immobile, mais votre posture est différente. Carl Jung décrit ce moment comme le rétablissement de l'équilibre intérieur de l'individu. Les conditions extérieures n'ont pas changé, mais l'ordre intérieur, lui, a été bouleversé. À ce stade, le contrôle n'est pas abandonné. Il est remplacé par la sélectivité.
L'individu n'intervient plus dans tout. Il sait quand parler et quand se taire. La différence entre réagir et observer se ressent dans le corps. L'esprit s'apaise, les émotions s'estompent. La vie n'est plus perçue comme une ennemie. C'est un processus, parfois rude, parfois doux, mais toujours porteur de sens. Ce sens ne provient pas des résultats, mais du contact lui-même. Selon Jung, cet état d'épanouissement n'est pas un état de perfection. La douleur ne s'arrête pas, l'incertitude ne disparaît pas. Mais ces émotions n'occupent pas le centre de la vie. L'individu sait désormais que toutes les émotions ne le définissent pas. Les pensées vont et viennent. Les relations évoluent. Les projets sont bouleversés. Il existe en lui un espace qui accueille tout cela. C'est là que la vie se déploie. Car la vie est passée d'une sphère de contrôle restreinte à une sphère de conscience élargie. Cette expansion est perceptible dans les relations. On explique moins, on écoute davantage. On cherche moins à se justifier, on établit des limites plus claires. C'est ce que Jung appelait la force tranquille. Elle ne crie pas, elle ne force rien, elle n'éprouve pas le besoin de faire ses preuves. Lorsque le centre intérieur est stable, la dépendance à l'égard de l'approbation du monde extérieur diminue. On s'appuie sur ses propres forces. L'instant où la vie s'ouvre est celui où le rythme ralentit. La précipitation disparaît. L'attente cesse d'être insupportable. On accepte que certaines réponses nécessitent du temps. Jung dit que l'âme a son propre rythme. Lorsque ce rythme est perçu, on sent qu'on est à sa place. On n'ouvre pas de force les mauvaises portes. Il ne porte pas de fardeaux injustifiés. Au lieu de lutter contre la vie, il l'accompagne. À ce stade, l'identité se transforme également. On ne ressent plus le besoin de se définir constamment. Qui l'on est provient d'une source plus profonde que nos sentiments ou nos accomplissements. Le processus que Jung appelait individuation prend alors forme. On devient un centre vivant, et non un rôle. Le masque tombe, l'ombre est reconnue, le monde intérieur est intégré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce récit vous parle. S'ouvrir à la vie n'est pas une technique, mais un changement de cap. À ce stade où la vie s'ouvre, on apprend à faire confiance à son intuition. L'esprit, autrefois dépendant des signaux extérieurs, prend désormais au sérieux les signaux internes. Il perçoit intuitivement quand s'arrêter, quand il est juste de changer de direction. Selon Jung, c'est le moment où la conscience cesse de s'opposer à l'inconscient et commence à coopérer avec lui. On ne se force plus à avancer, on se renforce en restant à sa place. Cet état d'ouverture apporte aussi la simplicité. La vie ne cesse pas d'être complexe, mais nous cessons de la compliquer. L'obligation de tirer des leçons de chaque événement, la pression de donner un sens à chaque expérience diminue. Pour certaines choses, les vivre simplement suffit. Jung affirme que ce que nous appelons sagesse émerge souvent de cette simplification. Le sens n'est pas produit de force. Il apparaît spontanément lorsqu'un espace se crée. À ce stade, on établit également une relation différente avec le passé. Les expériences ne sont plus des fardeaux à porter. Elles prennent leur place en tant qu'expérience. Les regrets ne définissent plus l'identité. Les erreurs ne déterminent plus la direction à suivre. Selon Jung, le processus d'individuation ne s'achève pas en niant le passé, mais en faisant la paix avec lui. Lorsque la vie s'ouvre, le passé n'étroitit pas le présent, il l'approfondit. Et le changement le plus subtil et peut être celui-ci, la personne devient plus douce envers elle-même. La voix intérieure dure cède la place à la compréhension. La pression de toujours faire plus se dissipe. Ce que Jung appelle la plénitude intérieure est ressentie précisément à ce moment-là. La vie devient vivable, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'on l'accepte telle qu'elle est. Ce qui s'ouvre, ce n'est pas le monde extérieur, mais l'espace intérieur. Ceci conclut notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.